Notre premier orateur d'aujourd'hui, M. Alain Goudsmet, est coach d'entreprise. Il est directeur du Mentally Fit Institute. Il enseigne à la INSEAD Business School à Fontainebleau et à Singapour, ainsi qu'à l'ICHEC. Et il est top executive coach pour les dirigeants et équipes de direction. Il est, entre autres, coach mental des équipes olympiques belges et il donne de nombreuses conférences. Il nous parlera de l'optimisme et la résilience. Monsieur Goudsmet, à vous. Optimisme et résilience, les équipes olympiques que j'ai pu accompagner, certaines d'entre elles, elles ont fait un beau parcours. Vous avez vu les résultats des Red Lions, les Red Panthers. Donc en 2006, j'étais à Manchester où je démarrais avec le président Marc Coudron le projet Be Gold, qui était l'investissement du comité olympique sur les équipes olympiques, les équipes qui avaient une chance de se qualifier pour les Jeux olympiques. Et à l'époque, le hockey, basketball, handball, volleyball étaient dans la cible, dans le target. Et donc j'étais comme coach mental associé au développement de la Belgique masculine hockey. J'étais à Pékin en 2008 avec les Red Lions, j'étais à Londres en 2012, j'ai participé à l'émergence des Red Panthers qui se sont également qualifiés pour les Jeux Olympiques. À Rio, il y a 4 ans, j'étais mental coach pour les équipes d'athlétisme. Ça, c'est mon parcours de mental coaching qui est l'accompagnement des individus et des équipes dans un projet de performance. À la fois booster chaque individu, chaque personne séparément, et d'un autre côté, comment arriver à créer une dynamique qui fait que les Zlatan Ibrahimovic, les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi vont jouer en demain, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Eden Hazard vont se passer la balle. C'est tout ce travail du collectif. Fonction, positivisme, c'est une forme de réduction mentale. Dans mon métier de coaching mental, le positivisme, c'est un danger. Le positivisme, c'est cette forme d'injonction mentale, de conviction qui fait que quoi qu'il arrive, on va s'en sortir. Le positivisme ne permet pas l'analyse et le choix. C'est le choix qui permet de s'engager en se donnant les moyens. C'est le choix qui fait qu'on est responsable. C'est le choix qui fait qu'on assume. Donc positivisme, c'est un côté un petit peu injonction. Injonction, c'est un côté un peu conviction. Positivisme, je peux comparer ça à la méthode Coué. La méthode Coué qui fait que demain la Belgique joue contre le Portugal pour les 8e de finale du championnat. Le positivisme, ça, rien ne peut nous arriver, on va battre le Portugal, mais sans faire l'analyse raisonnable des forces et des faiblesses du Portugal. Et donc il n'y a pas ce choix, il n'y a pas cette décision qui fait que l'optimisme est beaucoup plus puissant que le positivisme. Le positivisme est une réduction de l'esprit qui nie finalement la partie négative. L'optimisme est une analyse d'une situation qui permet d'en choisir ensuite la partie positive et de se donner les moyens de devenir responsable de son futur, responsable de son engagement. Et donc l'optimisme est beaucoup plus, c'est un travail sur le choix. Choix, décision. Et ce résultat d'une analyse amène un choix. Ça part sur une analyse égale choix. Voilà. Analyse égale choix, qui va nous amener effectivement à une décision. À gauche, c'est plus une injonction, une conviction. Il y a presque une réduction de pensée qui nous empêche finalement d'avoir ce pouvoir d'analyse et de choix. C'est le choix qui crée la responsabilité. Quand j'ai choisi cette version-là, cette perspective, je me donne les moyens d'y réussir. Positivisme, méthode Coué, c'est un petit peu cette méthode qui fait que on est un peu dans le bourrage de crâne. Alors c'est bien d'être positif, mais ça n'est plus suffisant aujourd'hui pour être résilient et pour être en croissance. Et donc j'espère que ça vous aide à mieux clarifier qu'est-ce qu'on considère. Êtes-vous positif? Évidemment qu'on est positif, mais sommes-nous optimistes? Et ça c'est différent. Et donc qu'est-ce qui vous empêche demain d'être optimiste? Et je vois des sociétés qui ont été en difficulté face à la pandémie. Le positivisme face à la pandémie, c'est pas grave, c'est arrivé, on va s'en sortir face à la pandémie. L'optimisme, on analyse les forces, les faiblesses, les dangers, les menaces, et en fonction de ça, on choisit un camp. Qui est le camp de l'espoir? Qui est le camp
de se donner les moyens de le camp de la décision. Et donc aujourd'hui, je travaille plus sur l'optimisme que sur le positivisme. Donc moi, je travaille effectivement avec des équipes sportives, principalement, c'est mon background. Et avant, je travaillais pas loin d'ici. J'étais d'ailleurs au tennis de Nivelles. Il y avait le pré-tennis études dans les années 75-80. On a créé un pré-tennis études à Nivelles. On est ici tous les week-ends, tous les mercredis, avec les petites Dominique, mon amie de l'époque, et Justine est arrivée après, mais elle est venue directement à Mons. Donc j'ai travaillé pendant quelques années au tennis études pour l'association francophone de tennis, beaucoup sur la partie mentale. À un certain moment, vous savez, des grands champions, les Rafael Nadal, les Djokovic, les Federer, c'est pas dans la technique que ça se joue la différence, c'est dans la tête. Et donc c'est dans la tête qu'on va faire la différence. On ne peut plus rien leur apprendre. Par contre, maîtriser le stress, les émotions, les moments importants, l'analyse du match. Aujourd'hui, Djoko a battu Rafa en finale à Roland-Garros. Il dit « j'ai battu Rafa parce que j'ai analysé ma défaite à Rome. 3 semaines avant la finale de Roland-Garros, il perd à Rome contre Rafael Nadal en finale. Et il dit « cette défaite va me permettre, par l'analyse, par les choix que je vais faire, effectivement, de me donner une chance d'aller battre Rafael Nadal. » C'est par l'analyse et le choix qu'on se détermine et qu'on devient plus propriétaire de son engagement. Ce n'est pas le positivisme en croyant « un jour je battrai Nadal à Roland-Garros ». Ce n'est pas comme ça qu'on va aller chercher la victoire. Sur le côté résilience, à droite, peut-être intéressant de savoir que la résilience, c'est le premier niveau vers la performance. La résilience, c'est le rebond. Ici, c'est toute la partie rebond. On va rebondir. Je vais remettre. Donc c'est la partie rebond. Le principe de résilience, c'est le retour à l'état initial. Vous avez une équipe, voilà, ici je prends une équipe, on a une défaite, on perd, c'est pas grave, on perd, mais on va rebondir et on va revenir. Le rebond, c'est le retour à l'état initial. Vous avez un drame, une tragédie dans votre vie qui fait qu'on va rebondir et on va revenir à un état normal. Le rebond est une étape. Revenir à l'état normal n'est pas suffisant. Quand on parle de performance, nous on veut rebondir plus haut. Qu'est-ce qui fait que ce qui nous est arrivé va nous permettre de progresser? La résilience médicale, vous avez une maladie, vous prenez un virus et je retrouve ma santé. Ça, c'est le renforcement. La résilience managériale, elle est plus puissante que ça. C'est qu'est-ce que j'ai appris de ce qui s'est passé pour éviter que ça ne se reproduise, pour devenir plus fort. Donc vous avez d'un côté le rebond et vous avez de l'autre côté la partie qui est plutôt croissance, rebond. Et ici, vous avez plutôt la résilience croissance qui est plutôt la résilience performance. Donc ici, résilience, rebond, et ici, on va être sur le rebond plus haut. Rebond plus haut. Et là, on travaille effectivement sur la notion de performance. Donc la résilience, c'est l'étape numéro 1. Oui, je suis désolé, je n'utilise pas de PowerPoint. Je sais que c'est des méthodologies qui existent. C'est sûrement des méthodologies d'avant-garde. En sport, vous n'imaginez pas que le coach, avant le match, il va sortir son PowerPoint pour défiler des slides avec les joueurs. Demain, on joue contre le Portugal. Je peux vous dire qu'on travaille avec un tableau blanc. Et avec le tableau blanc, en fonction des thématiques qu'on voudrait adresser, on va les amener progressivement, on va construire. Ça se construit. Et donc, j'ai l'audace aujourd'hui de venir et de construire. Ça n'est pas parfait, mais c'est efficace. Et donc, c'est toute la notion aujourd'hui, la résilience est basée sur l'acceptation que quelque chose ne peut pas toujours être réussi, mais ça peut être efficace. Et donc, une défaite peut nous aider à grandir. Djokovic perd en finale à Rome contre Nadal, ça lui permet 3 semaines après, par l'analyse, par le feedback, de rebondir et de devenir plus fort. Et donc aujourd'hui, c'est cette résilience positive qui nous permet de rebondir plus haut. En entreprise, rebondir, c'est réducteur. Revenir à l'état initial, la pandémie est arrivée, si l'espoir qu'on a, c'est de revenir à ce qu'on faisait avant, c'est réducteur. L'espoir, c'est de dire qu'est-ce qu'on va tirer comme bénéfice, comme choix, comme innovation qui fait qu'on va devenir plus fort grâce à ce qui nous est arrivé. Ne gâchez jamais une crise. La crise, c'est l'opportunité pour progresser. Et donc, ne gâchons pas cette crise. Tout accident est une opportunité pour rebondir et pour progresser. Je vois ici quelqu'un qui, visiblement, est dans une chaise roulante, a eu un problème physique. J'espère qu'après, il va analyser, pas nécessairement pour ne plus avoir le même problème, mais jouer autrement. Quand Zidane a eu ses blessures, il est chaque fois revenu plus fort, parce qu'il a changé son style de jeu.
Je ne suis plus le Zidane jeune et explosif qui pouvait tout se permettre physiquement sur le terrain. Donc j'adapte mon jeu. Et donc c'est cette adaptation et ce choix qui me permet de continuer à grandir et d'être plus fort. Quand on parle de cette notion de croissance, c'est la notion des boucles de développement. On ne grandit jamais, on ne grandit jamais quand on parle de, ici, rebond plus haut. Je vais plutôt noter la notion de croissance qui correspond mieux à la philosophie. Voilà, croissance. Et cette notion de croissance, c'est effectivement l'élément qui nous permet de grandir. La croissance n'est jamais linéaire. Il y avait, quand j'étais un jeune coach, dans les années 70, 80, là je suis plutôt un senior coach, on avait la croyance que la croissance se faisait par paliers. Vous savez, cette fameuse croissance linéaire, on est là et on grandit progressivement. Vous voulez suivre un peu plus vite là, de façon à pouvoir suivre ce que j'écris et ce que je dessine. Sinon, les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'il a écrit? Mais oui, c'est sûr. On est en direct feedback, hein, on n'est pas là pour se plaire. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir, il n'est pas là pour me faire plaisir, on est là pour progresser ensemble. Moi, j'ai une addiction qui est le progrès et le résultat. Le reste, pour ça, on n'est pas là. On est là pour se frictionner de façon à progresser. Vous savez, le côté bienveillance, complaisance, ce n'est pas avec ça qu'on gagne le titre mondial. Hein. Les Red Lions que j'ai eu l'occasion d'accompagner, on était top 20 il y a 15 ans, on est devenu top 10, top 5, et là maintenant on part champion du monde avec numéro 1 mondial, il y a des choses à faire. Ça se travaille effectivement dans le stretch. Sur place, on se félicite quand on a bien joué, et quand on n'a pas nécessairement ce qu'on attend, on se frictionne. Et c'est la friction qui nous fait grandir. Donc à un certain moment, je trouve que dans les organisations, on est trop complaisant, on est trop gentil, on ne se parle pas assez, on n'est pas assez direct. On est là on a le même objectif qui est le résultat, qui est la performance, qui peut être la coupe, la médaille, peu importe, mais cet objectif demande effectivement un engagement mutuel pour lequel on n'est pas dans la complaisance. Et c'est effectivement ce côté stretch, croissance égale stretch. On n'a jamais vu de croissance dans la zone de confort. Grandir, être plus fort, ça veut dire effectivement se stretcher. Si je veux stretcher ma jambe, je vais effectivement sentir l'inconfort. Tant que je suis dans ma zone de confort, je ne stretch rien. Mon métier, votre métier, dirigeant, accompagnateur, c'est d'arriver à faire grandir, renforcer les individus. Donc cette notion de stretch, elle est capitale. Voilà le stretch. Et donc, la croissance linéaire est une croissance qui n'existe pas. Et donc ça a disparu. Et donc aujourd'hui, c'est pas mal ça, on peut garder ça. C'est mieux, hein? Comme ça, je me vois un peu aussi. Je vois, mais qu'est-ce qu'il voit au fond? Ben voilà ce que vous voyez. Et donc la croissance linéaire, c'est un concept qui n'existe pas. Dans les années 80, on a cru un moment que la croissance était par escalier. Vous voyez ce genre de machin-là, où il y avait des périodes de stabilité terminées. Aujourd'hui, on sait que cette croissance en escalier, c'est mort. On ne va plus jamais avoir des périodes de stabilité. Arrêtons de rêver. On est parti dans ce qu'on appelle aujourd'hui un monde qui est en changement permanent, adaptation permanente. On est dans quelque chose qui ressemble plus à ce que sont des boucles de développement. On rentre dans une boucle. Automatiquement, quand on rentre dans une boucle avec un choc, il y a une perte d'efficacité. Et cette perte d'efficacité va être ici matérialisée. Ici, on peut la matérialiser. Ici, on rentre. Ici, vous avez le choc. Oui, j'ai l'habitude d'écrire en anglais, je suis désolé. Le choc, c'est le choc de la pandémie. Les premières semaines à la pandémie, on n'a pas été performant. Il y a toujours une chute de performance qui fait qu'à un certain moment, on intègre le choc, on absorbe le choc, on trouve les solutions, on s'adapte, et là, on retrouve le niveau de performance. Vous avez tous vécu ça. Les entreprises se sont adaptées et on a retrouvé une forme de stabilité et peut-être certaines sont passées au-delà de la stabilité et de la résilience pour entrer dans la performance. Jusqu'ici, je suis dans la résilience, je retrouve mon état ou mon résultat ou ma performance initiale. Au-delà, je rentre dans la croissance. Là, je rentre effectivement dans la période qui va me permettre de grandir, où je deviens plus fort qu'avant. Mais cette boucle, c'est normal. Vous jouez au tennis, vous apprenez un nouveau coup, vous passez du revers slicé, facile, relax, slicé, je pousse la balle, au revers lifté, beaucoup plus agressif. Les premières fois que vous allez sortir votre revers lifté, ça ne va pas être la grande performance. Il faut s'attendre parfois à perdre quelques matchs le temps que ça s'intègre dans votre jeu. Et donc c'est ça qui fait qu'à un moment, tout apprentissage passe par toujours des zones de perte de résultats, perte de performance ponctuelle, avant d'arriver à rebondir. J'utilise une tablette,
Je peux vous dire que les premières fois que j'ai utilisé une tablette, c'était horrible. Horrible parce que avant j'utilisais un flip chart, parfois j'ai fait du PowerPoint, et là maintenant la tablette c'était vraiment dans l'improvisation, dans l'intuition permanente, et donc le dessin n'était pas beau, il n'y avait pas de couleur, etc. Et donc il y a une perte sur la qualité qui fait que petit à petit, aujourd'hui, j'arrive à mieux maîtriser. Je ne suis pas un champion, mais on part sur un principe fondamental de la résilience qui est l'imparfait efficace. Imparfait efficace. J'ai appris à être efficace tout en étant imparfait. Imparfait efficace. Quel est le contraire de imparfait efficace ? C'est le parfait inefficace. Et des parfaits inefficaces, j'en ai rencontré des paquets dans ma vie. Des mecs qui cherchaient toujours le détail, l'ultime détail, qui devenaient d'une efficacité parce qu'il y avait trop de consommation d'énergie par rapport aux résultats à obtenir. Le parfait inefficace, méfiez-vous de ces gens-là, repérez-les. Il y en a sûrement, il y en a 15% dans les assemblées qui sont dans cette catégorie-là. Et donc ce sont des gens qui mettent trop d'énergie, trop d'investissement pour le résultat à obtenir. À un moment, il faut être lucide et responsable. L'imparfait efficace, ça tue la performance. En anglais, on appelle ça efficient imperfection. Efficient imperfection, c'est cette capacité de produire sans nécessairement chaque fois devoir être beau ou être parfait. Et c'est comme ça qu'on produit. Ça facilite la résilience, ça facilite l'optimisme. On analyse les pros et les contras, les pour et les contre, les biens et on se dit ben, j'y vais, c'est pas grave, même si c'est pas parfait. L'important c'est que le message passe. C'est ça l'important, c'est le résultat. Et donc ici, sur l'absorption du choc, ben, vous avez généralement 3 périodes. La première période, c'est la période absorbe. Ici, voilà, absorbe. Je vais le mettre un peu plus petit. Absorbe. Ici, vous avez la période numéro 2 qui est la période adapte. On trouve les solutions. Et puis, vous avez la troisième période ici qui est la période intégrée. Intégrée, on intègre les nouvelles techniques, j'arrive à maîtriser mon stylo, j'arrive à maîtriser mes couleurs, et ce qui me permet effectivement d'intégrer. Et après, ici, on rentre dans la croissance, ici, on rentre dans la partie performance, performe, qui est la partie verte ici, qui va durer un certain temps jusqu'au choc suivant. Et on va de choc en choc, parce qu'à un certain moment, il va y avoir une nouvelle technologie qui va arriver, il va y avoir une nouvelle structure, vous allez changer l'organisation de l'entreprise, vous allez modifier les produits, les services, la façon dont vous servez les clients, et vous rentrez toujours à ce moment-là dans le nouveau choc, qui va être de nouveau suivi d'une période de performance et de délivre, jusqu'au choc suivant, qui va de nouveau être suivi de, etc. On rentre dans cette période effectivement de boucles permanentes. On appelle ça les boucles de développement. Ça, ce sont des boucles de développement. Mon travail, principalement, c'est d'accompagner les individus et les équipes dans ces boucles de développement. C'est expliquer qu'effectivement, à un certain moment, une perte de confiance, une perte de résultats, une perte de productivité, c'est le passage obligé vers la croissance. Et vers le moment où vous apprenez une nouvelle langue et que les premières fois que vous allez vous exprimer, c'est sûr que ça ne va pas être beau, ça ne va pas être joli. Mais par l'entraînement, par l'intégration, ça peut devenir efficace. Mais il y a toujours ce passage, effectivement, qui fait que tout ça doit avoir du sens. Et donc, l'élément clé de toute cette histoire, c'est le futur. C'est le futur qui justifie toutes les boucles de développement. C'est l'ambition olympique de mes joueurs qui a justifié tous les efforts et les sacrifices qu'ils ont faits, pour certains d'un point de vue études, en mettant leurs études de côté ou en parallèle pendant 3, 4 ou 5 ans, pour d'autres des sacrifices professionnels, parce que le hockey n'est pas encore un sport full professionnel. Et donc, c'est le futur, c'est l'ambition, c'est la vision qui donne du sens. Et donc, tant qu'on n'a pas cette vision future, pourquoi me mettre dans la boucle de développement ? Pourquoi utiliser une tablette ? Pourquoi me mettre dans la souffrance de la tablette alors que je pourrais prendre un PowerPoint comme tout le monde ? Et donc, c'est le futur qui donne du sens. Le futur justifie le présent. La résilience managériale en entreprise est basée sur une mission, vision, valeur qui est claire. Pourquoi nous devons changer ? Pourquoi nous changeons nos produits, nos services et nos façons de faire pour mieux répondre au marché, pour mieux répondre à l'écosystème, pour mieux rentrer dans le nouveau normal ? Là, on donne du sens au changement. Le futur égale le sens. Et ça, c'est l'élément numéro 1. Quand on veut effectivement booster un changement, c'est toujours la question « pourquoi ?»
Pourquoi changer? Pourquoi tu utilises cette tablette? Ça paraît bizarre. Pourquoi? Le pourquoi. Et c'est ce pourquoi, parce qu'il est justifié par un futur clair, qui permet effectivement d'engager les gens dans ces boucles. Sinon, il va y avoir, quand les gens savent pourquoi ils doivent effectivement intégrer un nouveau système, un nouveau CRM, une nouvelle technologie. Avant, on faisait ça comme ça avec nos clients, et tout d'un coup, aujourd'hui, on doit le faire autrement. Ah ben oui, parce que l'écosystème, le marché, les clients ont changé, et je m'adapte constamment. Et c'est cette adaptation permanente que nous devons aujourd'hui, comme dirigeants, comme team leader, stimuler. Mais ça part toujours d'une boucle, d'acceptation de la boucle, parce qu'il y a un futur clair qui donne du sens. Quand les gens savent pourquoi, ils ont beaucoup plus tendance à accepter n'importe quel comment. Quand le pourquoi est clair, le comment est facile. Le comment, ça va être comment on va le faire, à quelle heure, etc. Mais il faut d'abord expliquer le pourquoi. Et dans beaucoup de cas, on est réducteur et en organisation, on oublie le pourquoi. Moi, c'est grâce au pourquoi, le rêve olympique, que je peux, tous les jours, motiver les joueurs à faire leurs exercices, à maintenir leur body, leur corps en état de performance, de faire les efforts, etc. C'est toujours l'objectif, c'est l'ambition qui donne du sens. Et cette ambition, c'est vraiment la lumière dans le tunnel. Et j'ai vu dans beaucoup d'organisations que la pandémie a créé vraiment beaucoup d'obscurité. On ne sait pas où on va, pas de perspective, vous connaissez les mots, blablabla. Bla, bla. Votre travail, c'est de donner de la perspective, donner de la lumière. Quand j'ai reçu effectivement d'un de mes participants, il me dit « Alain, peut-être que cette métaphore peut expliquer ce que tu nous dis. C'est la lumière dans le tunnel. Ici, vous voyez un tunnel sombre. » C'est sûr on est tous rentrés dans un tunnel où on a manqué de visibilité, de perspective, la lumière n'était pas claire. Et donc, quel est votre travail? C'est de dire, quoi qu'il arrive, à l'issue de cette pandémie, ma société, mon organisation, le Rotary va continuer à exister parce qu'il y a une mission, il y a une contribution qui donne du sens à l'existence de cette organisation. Et c'est cette lumière qu'on doit continuer à communiquer. J'ai vu des organisations qui, pendant 1 an et demi, n'ont plus donné la lumière dans le tunnel. Ça faisait ceci. Regardez, ça a donné ça. Qu'est-ce qui se passe quand on est là-dedans? Là, on crée de l'incertitude et de l'angoisse. Donc le rôle numéro 1 minimum d'un dirigeant, c'est de donner effectivement, d'utiliser la mission, la vision, en disant quoi qu'il arrive, au-delà de cette crise que nous traversons, nous allons vers ceci et nous allons survivre et nous allons effectivement, parce qu'il y a du sens. Et ça, c'est de l'optimisme, ce n'est pas du positivisme. C'est considérer la pandémie comme un challenge que nous allons aborder comme personne responsable, intelligente, pour trouver les solutions, pour effectivement aller vers cette lumière. Mais la lumière, c'est la clé. Communiquer sur votre vision, mission, valeur, c'est l'élément clé, c'est ce qui donne du sens à long terme. On doit effectivement avoir au minimum la lumière à long terme, plus, si je devais vous recommander, essayez de mettre la lumière à court terme. C'est quoi la lumière à court terme? On termine aujourd'hui le 2e trimestre. On est fin juin. On va fermer le 2e trimestre, on va ouvrir le 3e. Le 3e trimestre, quand on est en manque de perspective, manque de lumière, on va essayer de donner un peu de lumière sur le 3e trimestre. Quels pourraient être les objectifs dans les semaines, dans les mois qui viennent? Ça, c'est du leadership. Le leadership, si vous me demandez la définition, c'est créer de l'énergie positive. C'est quoi du leadership? C'est créer de l'énergie. Le leadership, ce n'est pas donner des ordres, c'est créer de l'énergie. Et l'énergie, de l'engagement, de la volonté, de la motivation et de l'espoir. Et ça, ces éléments-là font partie de cette énergie. Quand on a de la lumière dans le tunnel, tout le monde est prêt à s'engager. Peut-être que certaines organisations que j'ai côtoyées vont même plus loin en disant « mais nous, on pourrait même clarifier jusqu'au 3e ou 4e trimestre. On donne de la lumière plus loin. » Une organisation que je coach, Amazon, qui est plutôt dans le trend. Je travaille avec Amazon Europe, et ils sont plutôt dans les trendsetters, c'est eux qui donnent la tendance. Ils disent, c'est nous qui créons la lumière, les autres, c'est des suiveurs. Nous, on crée la lumière, chez nous, le tunnel, il est totalement éclairé. On communique et ces gens vont beaucoup plus vite que les autres parce qu'il y a cette lumière. Le travail d'un dirigeant, c'est d'apporter au minimum la lumière qui montre quelles vont être les étapes suivantes. Et s'il y a 2 lumières à apporter, c'est au minimum celle du fond, la mission, vision, valeur, pourquoi nous existons, pourquoi ces réunions, quelle est notre contribution, comment est-ce qu'on va effectivement participer, et ensuite la lumière à court terme, les projets à court terme, c'est le minimum. Si au moins on a ces 2-là, tout le monde va être prêt à s'engager. Les gens s'engagent plus volontiers quand ils sentent la lumière et quand ils sentent la proximité, la présence. La présence, c'est le support. Et donc, ce sont quelques éléments clés aujourd'hui qui souvent sont un petit peu négligés dans les organisations où on oublie de travailler sur le sens, mission, vision, valeur. Nous, on résume ça généralement dans un slide 1.
Ce futur, souvent, c'est le slide 1. En un slide, je peux vous en montrer quelques-uns, on a recréé, beaucoup d'organisations ont recréé, updaté, rafraîchi leur slide numéro 1, vision, mission, valeur. Et je peux vous en montrer quelques-uns, mais peut-être nous rappeler aussi que leadership aujourd'hui, et la pandémie est là pour nous rappeler l'importance d'un leader, leadership égale créer énergie positive. C'est la fonction de base du leader aujourd'hui. Créer cette énergie, créer cette envie, créer cette motivation, donner du sens positive. Créer énergie positive. Je vous montre un slide numéro 1. J'ai eu l'occasion pendant la pandémie d'en refaire quelques-uns avec des gros machins, des grosses organisations qui avaient besoin de rafraîchir leur slide à la lumière du nouveau normal dans lequel on rentre, quelle va être notre nouvelle contribution et notre nouvel apport. Alors sur le slide 1, où est-ce que je peux vous en trouver quelques-uns? Ici, ce sont tous des exemples. Ah, celui-ci est assez parlant. C'est celui que j'ai recomposé il y a quelques mois avec Christine Lagarde. Donc Christine Lagarde a succédé à Mario Draghi à la Banque Centrale Européenne. Et donc Christine est arrivée avec une vision différente du rôle de la Banque Centrale pour unifier toutes les banques centrales locales, la Banque Centrale de Belgique, etc., de façon à effectivement créer une culture participative. Et la pandémie lui a donné l'occasion de créer cette culture participative en disant ce que Mario faisait, c'était gérer cette entité qui était extrêmement des silos qui ne se parlaient pas, avec Christine Lagarde qui veut plus du collaboratif, les 7 silos qui comprennent les banques internationales, les banques locales, la crypto-monnaie, tout ça, ce sont des départements qui ne se parlaient pas. Et elle veut travailler sur le collaboratif, et donc on a travaillé sur le slide 1. Et donc, quand elle est arrivée, il y avait 4 slides qui expliquaient ce futur. Il y avait un slide sur la vision et les valeurs, un slide sur la mission, un slide sur l'ambition, un slide sur les priorités. Les gars, c'est d'une confusion totale. N'espérez pas donner de la lumière avec autant d'informations. Donc on a travaillé sur un slide, elle aimait bien l'image d'un arbre en disant la Banque Centrale Européenne a été créée il y a 20 ans à la création de l'euro pour gérer l'euro et stabiliser l'économie. Et donc on va rappeler aux gens c'est quoi la mission de la Banque Centrale, pourquoi nous existons, c'est quoi les valeurs, les racines de la Banque Centrale que nous protégeons, et c'est quoi la vision de la Banque Centrale. Ça, c'est ce qu'on appelle un slide numéro 1. Et en un slide, on va créer cette vision qui n'existait pas, qui était d'une grande complexité. Je peux vous montrer le slide, le produit fini, puisqu'on l'a eu fini après 6 versions. On l'a eu fini au mois de février, il y a 3-4 mois seulement. Et donc voilà aujourd'hui le slide 1, qui est la lumière dans le tunnel pour la Banque Centrale Européenne, qui rassemble 25 entités. Et donc ça, aujourd'hui, c'est vers ça que nous allons. Voilà aujourd'hui pourquoi nous existons, où nous allons et ce que nous défendons. Et ça, c'est de la lumière simple. Simplifier, simplifier, simplifier. Et dans beaucoup d'organisations, on n'a peut-être pas fait le rafraîchissement du slide 1. Pourquoi ils appellent ça slide 1? Parce que toutes les réunions commencent par 1 minute slide 1. Vous commencez par 1 minute la Brabançonne, 1 minute les hymnes de l'Europe. Eux, c'est 1 minute, on revoit le slide numéro 1. La réunion opérationnelle que nous allons avoir dans quelques minutes, finance, RH, marketing, elle a du sens parce que nous devons créer ce futur. En quoi la réunion d'aujourd'hui va nous rapprocher de demain? Le futur justifie le présent. Et donc, ils appellent ça slide 1 parce que toute réunion commence par 1 minute revue du slide 1. J'espère que peut-être, dans les jours ou les mois qui vont venir, au lieu d'avoir simplement, et c'est magnifique, je trouve, les rituels d'introduction, peut-être que le slide 1, vision, mission de Rotary, permettrait aussi de redonner du sens et de la lumière. Mais parfois, on n'est pas dans cette dynamique, on n'y pense pas, parce qu'on croit que les gens savent. Mais non, parce qu'il y a des nouveaux qui viennent d'arriver, d'autres qui commencent à oublier. C'est bien de rafraîchir et de redonner du sens. Donner du sens, c'est le point de départ de toute organisation. Ici, vous avez un exemple. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme autre exemple qui était assez amusant? Celui d'Airbus aussi, pas mal. Voilà. Airbus, ça c'est le slide 2, on appelle ça. Donc il y a le slide 1 d'Airbus, le futur d'Airbus, et le slide 2 pour l'équipe recherche et développement. Concrètement, quelle est notre contribution à ce grand futur d'Airbus? Et là, vous voyez le purpose, c'est la mission, vous voyez la vision, l'ambition et les priorités. En un slide, on résume le futur. C'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, toutes les grandes organisations, tous les gros machins ont commencé à rafraîchir cette notion de slide 1 par rapport à un nouvel écosystème qui change et des conditions générales qui changent.
Quand on travaille sur ces niveaux-là, quand on rentre, on fait rentrer les gens. Ce qui est intéressant avec les boucles, peut-être qu'on ne le remarque pas, c'est que les boucles sont... la première est très grosse parce qu'elle va prendre plus de temps. Intégrer un changement, un choc, ça prend plus de temps. Petit à petit, les boucles pourraient devenir plus petites, plus courtes parce que les gens sont dans un business ou dans une mentalité de changement permanent. Et donc la longueur de la douleur, l'intensité de la douleur va diminuer parce qu'on est en changement permanent. Le changement commence à être intégré dans les mentalités et les boucles diminuent. Par contre, on aura probablement plus de chocs plus fréquents. Ça va être moins intense, mais plus fréquent. Et donc c'est comme ça qu'on développe le progrès, pour autant qu'on soit capable, effectivement, toujours d'avoir cette vision future qui donne du sens à la douleur. Quand vous faites rentrer les gens dans cette période d'inconfort ici, parfois le choc est créé par l'extérieur, la pandémie est un choc extérieur que nous devons accepter et intégrer. Parfois, l'écosystème est stable et c'est le dirigeant qui crée le choc, en changeant l'organisation, en changeant les produits, en changeant la dynamique, en changeant la structure. Et c'est vous qui êtes à ce moment-là le facteur du choc. Pour changer, il faut effectivement un moment stretcher. Et stretcher égale inconfort. Et donc à partir du moment où on accepte que le stretch égale inconfort, ici, voilà, ici, inconfort, il n'y a pas de développement, de croissance sans stretch. C'est par stretch successif que nous allons nous développer mentalement, physiquement, émotionnellement. L'inconfort, votre travail de dirigeant, c'est d'accompagner cet inconfort et d'essayer de le diminuer. Et donc nous proposons, et ça fait des années que nous proposons, ce qu'on appelle des antidouleurs. Les antidouleurs. La douleur est une information. Et donc nous, on propose ce qu'on appelle des antidouleurs qui vont réduire pendant la période stretch, pendant la période inconfortable. Il y a 4 antidouleurs principaux. Voilà, ici, 4 antidouleurs. Vous savez, la notion d'inconfort, l'inconfort est une information. Si je fais mon stretch à un certain moment, je stretch ma jambe pour me développer, à un moment, je sens que je commence à tirer. C'est une info qui me dit, tu sors de ta zone de confort et tu rentres dans ta zone de développement. La zone de développement est toujours liée à une certaine traction, une certaine tension. C'est un indicateur. L'inconfort égale un indicateur, égale une info. L'inconfort n'est pas une limite. Je peux stretcher ma jambe, je peux développer ma souplesse, je peux développer mon explosivité. Donc l'inconfort, c'est une information qui me dit, tiens, là tu rentres dans ta zone de développement, tu quittes ta zone de maintenance, tu rentres dans ta zone de développement. Tout le travail, c'est de traiter l'inconfort comme une info, pas comme une limite. Vous courez un marathon 42 km. 42 km marathon. Il y en a parmi vous qui ont déjà couru un marathon de 42 km, levez la main. 1, 2, 3... Voilà, donc on a 4, 5. À quel moment de la course, il y a des statistiques là-dessus, à quel kilomètre est-ce qu'on a le plus grand taux d'abandon? Entre 30 et 35. Voilà, là j'ai un professionnel du marathon. Entre 30 et 35, c'est là que vous avez 80% des abandons. Entre 30 et 35. Pas à 38, 39, 40. Pourtant, on pourrait croire qu'à 20, 38, 39, les gens sont encore plus fatigués et vont abandonner. Pourquoi est-ce qu'on n'abandonne pas? Il y a 0% d'abandon entre 39 et 42. Pourquoi? Parce que dans les 2 ou 3 derniers kilomètres, il y a un facteur clé, c'est la ligne d'arrivée. Quand on voit la ligne d'arrivée, personne n'abandonne. À 30 km, la ligne d'arrivée n'est pas visible. Votre métier, c'est de créer des lignes d'arrivée virtuelles. Dans l'entreprise, si on n'a pas la visibilité sur la grande ligne d'arrivée, dans 3 mois, 6 mois ou 1 an, à la fin de l'année, créer des lignes d'arrivée virtuelles, vous allez voir que vous allez donner aux gens l'énergie, le sentiment d'accomplissement. Les lignes d'arrivée virtuelles. Aujourd'hui, l'équipe belge ne se projette pas sur la finale du championnat d'Europe pour éventuellement battre la France ou l'Italie en finale. On se projette sur le match de demain. C'est une ligne d'arrivée virtuelle qui sera débriefée, analysée et qui nous permettra d'arriver à l'autre ligne d'arrivée. En entreprise, il n'y a pas assez de visibilité sur les lignes d'arrivée virtuelles. Réduisez la longueur du temps. On a besoin de 2 temps. Le grand futur qui donne du sens et le temps raccourci qui donne de l'énergie. Et donc raccourcissez le temps, découpez le temps, créez des lignes d'arrivée virtuelles et vous allez voir que vous allez beaucoup plus augmenter cette notion. Ici, je vais créer ligne d'arrivée virtuelle. Voilà.
Bravo à la technique, c'est beaucoup mieux. Non, il faut pouvoir stretcher quand c'est nécessaire, mais il faut pouvoir reconnaître quand c'est bien. Si on fait que du stretch, les gens finissent par percevoir ça comme la critique. Il faut pouvoir balancer, équilibrer. Quand les gens font bien, on leur dit. Quand c'est moins bien, on les stretch. Et c'est là qu'on paraît authentique et honnête. Sinon, on a l'impression d'être que en complaisance en disant c'était bien, bravo, beau discours, l'introduction du secrétaire, etc. Non, on est là pour être correct en disant la prochaine fois qu'on fera l'introduction, qu'est-ce qu'on fera? Est-ce qu'on mettra le slide 1 ou pas avec la mission du Rotary? Peut-être bien. Et c'est là qu'on se stretch pour constamment progresser. Et donc, ligne d'arrivée virtuelle. Ligne d'arrivée, voilà, virtuelle. C'est le talent aujourd'hui de découper le temps. Si aujourd'hui, mon rôle, c'est de créer de l'énergie positive, les lignes d'arrivée virtuelles créent cette énergie. Par exemple, c'est tout le principe opening-closing. On ouvre un cycle, mais on clôt le cycle. C'est un élément que j'ai particulièrement travaillé avec Amazon. Ils faisaient tous les lundis matins le Monday Morning Opening. Tous les lundis matins, la réunion opening de la semaine, avec les objectifs de la semaine, les priorités, blablabla. Bla, bla. J'ai dit, est-ce que vous faites le closing de la semaine? Vous faites le opening, mais est-ce qu'on fait le closing? Ah non, le vendredi, on n'a pas le temps. Et donc, ils font que des openings. Mais c'est comme si on ouvre un bouquin et on ne ferme jamais le bouquin. On ouvre un chapitre et on ne ferme jamais. C'est épuisant, les openings. Donc, il faut toujours faire la balance entre le opening et le closing. Et c'est cette balance entre le opening-closing, entre le in et le out, qui va générer de l'énergie. Et donc, ils ont commencé à faire le closing du vendredi, 45 minutes. Closing de la semaine, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, et qu'est-ce qu'on peut faire mieux la semaine suivante. Et ça donnait un sentiment d'accomplissement. Sinon, on ouvre constamment des challenges, des défis, mais on ne ferme jamais. On met toujours plus in-out, c'est la même chose. Mesdames, vous achetez une paire de chaussures, vous allez au magasin. Quand vous rentrez à la maison, évidemment, au moment où vous mettez la paire de chaussures dans l'armoire, vous sortez une autre paire de chaussures pour garder l'équilibre. Ben, je ne suis pas sûr. Vous comprenez le principe du sac à dos et de l'équilibre? Et la tendance naturelle, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Moi, je dis aujourd'hui, c'est toujours une question de balance. Si on fait du opening, il faut faire du closing. Si on fait du in, il faut faire du out. Et ça, c'est le yin et le yang. L'ombre existe parce que la lumière existe. Le froid existe parce que le chaud existe. C'est le yin et le yang. On est devenu dans un monde yin et yang. Et aujourd'hui, on prend souvent une partie, on oublie l'autre partie. Donc les 4 antidouleurs, c'est principalement, ils sont liés aux quatre batteries spirituelles, les 4 batteries d'énergie humaine. Vous avez le QI, quotient intellectuel, vous avez le QC, le quotient corporel, vous avez le QE, quotient émotionnel, et vous avez le QS, qui est le quotient spirituel. Donc l'individu fonctionne sur un cerveau, sur un cœur, sur un corps et sur un esprit. Ce sont les 4 quotients humains. Mon travail, c'est de booster les 4. À la fois mettre les corps en bon état, les esprits bien, la tête bien alignée, l'émotionnel bien motivé, et le spirituel, c'est le sens. Et donc le premier antidouleur, pourquoi utiliser une tablette, pourquoi courir ce marathon, pourquoi continuer à courir ce marathon, c'est donner du sens. Ça, c'est le premier antidouleur, c'est la puissance du sens. Et le sens, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est le pourquoi et le futur. Plus on donne du sens, plus les gens comprennent le pourquoi, plus ils vont accepter le comment. Au niveau intellectuel, c'est le focus. C'est la capacité de prioriser. C'est toute la capacité ici, c'est toute la capacité, les priorités. Aujourd'hui, les sacs à dos sont trop chargés. On travaille beaucoup plus aujourd'hui en mode remote management à distance. Donc comment est-ce que vous pouvez à la fois donner du sens et rétablir l'équilibre dans l'armoire à chaussures, l'établir dans le sac à dos? Les enfants, quand ils vont à l'école, je suis parfois effrayé de voir qu'ils portent 10-12 kilos pour aller une journée à l'école. Est-ce que tu as besoin de tout ça pour aller à l'école? Le rôle des parents, c'est de regarder le sac à dos. Si vous ne le faites pas, le 30 juin, dernier jour d'école, ils jettent le sac à dos et le 1er septembre, ils vont recommencer avec le même sac à dos en revenant le 2 jours après avec plus de cahiers, plus de bouquins puisqu'il y aura la nouvelle école qui va commencer. Le travail sur le focus, les priorités, comment j'arrive à réduire. Je vois, il y a ici des magnifiques arbres. Si vous voulez faire grandir un arbre, comment vous faites pour faire grandir un arbre? On va élaguer l'arbre. C'est en élaguant qu'on grandit.
En rajoutant, on épuise. En élaguant, on grandit. Votre travail, c'est élaguer. Focus. Focus égale élaguer. Aujourd'hui, dans ce nouveau normal dans lequel on rentre, on doit apprendre à élaguer. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui qui est devenu un non-sens ? On parle toujours du bon sens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le non-sens. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui qui va à l'encontre de la logique de ce que nous voulons créer demain et du monde que nous allons rencontrer? C'est tout le non-sens. Le troisième antidouleur, c'est la notion de support. Votre travail, c'est d'apporter effectivement aux individus le support. Et la support, ça peut être la présence, ça peut être la disponibilité, être dispo. Moi, je vois des managers, il faut 1 semaine à l'avance pour pouvoir obtenir 1 demi-heure d'audience dans leur agenda surchargé. Donc, à un certain moment, est-ce que je suis assez disponible? Est-ce que je suis assez accessible? Est-ce que je suis assez visible? Et donc, c'est toute cette notion de support qui fait qu'à un certain moment, j'aimais bien la phrase de Warren Buffett. On lui demandait, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous êtes passé de l'état de gestionnaire intelligent de vos richesses, Warren Buffett, à un état vraiment d'homme le plus riche du monde? Il dit, à un moment, j'ai commencé à dégager mon temps et mon agenda pour analyse stratégique des marchés, pour être en proximité de mes collaborateurs, être moins occupé à sauter d'une réunion à l'autre. Et c'est ça qui a changé. Il appelait ça « busy is the new stupid ». Busy is the new stupid. Avant, être busy, c'était un signe d'importance. Vous savez, le médecin est tellement pris, le chirurgien est tellement pris que ça doit sûrement être un bon médecin. Et sur la notion d'occupation et de temps occupé, on jugeait la qualité de quelqu'un. Aujourd'hui, la qualité, c'est la disponibilité. Je suis accessible, je suis disponible, je me rends disponible. Ça, c'est ce que les gens attendent de vous. Ça, c'est un antidouleur fondamental. Le 4e antidouleur, quand on parle de ces fameux antidouleurs, ici, voilà, antidouleur. Le 4e antidouleur, c'est donner de la reconnaissance. Reconnaissance. Et cette partie reconnaissance, ça peut être parfois un feedback positif, mais c'est parfois aussi simplement célébrer. Dans les entreprises aujourd'hui, je trouve qu'on ne célèbre plus assez les victoires, on ne célèbre plus assez les succès. On fait des choses merveilleuses, mais c'est devenu quasiment normal et banal. Alors que les conditions ont quand même complexifié l'obtention d'un résultat. Donc plus célébrer, plus aujourd'hui donner du feedback. Donner du feedback, c'est là que ça va se passer. Feedback peut être positif, bravo, la technique c'est super, ça a bien marché. Et la technique, réveillez-vous, ça ne marche pas comme on l'espère. Donc c'est ça le feedback, c'est à la fois donner la reconnaissance positive quand elle est produite ou donner le challenging feedback. Il n'y a jamais de reconnaissance négative. La reconnaissance, le feedback est toujours positif. Ça me permet de grandir. Personne n'est parfait. Eh bien, on l'accepte et à partir de là, on peut se développer. Voilà. Optimisme et résilience, ce sont 2 piliers qui se nourrissent l'un l'autre. C'est l'optimisme qui facilite la résilience. Et c'est parce qu'on a été résilient et qu'on a réussi à sortir de la boucle qu'on devient plus optimiste encore pour la boucle suivante. L'optimisme et la résilience sont les 2 piliers nourriciers du rebond et de la croissance. Les 2. Et quand vous avez choisi ce titre, je ne sais pas si vous l'avez choisi avec intention, en tout cas je dis bravo, parce que c'est la première fois que je donne une conférence sur ce sujet-là, donc vraiment les idées me viennent assez spontanément face à vous, mais vous m'avez fait, ça me permet de développer les 2 piliers essentiels qui permettent effectivement le rebond, qui fait que parce qu'on est optimiste, on va être résilient, et parce que la résilience fonctionne, on va être de plus en plus optimiste. Les 2 se nourrissent l'un l'autre. C'est l'énergie que je voulais partager avec vous. Merci à vous. Et très bien. Merci, Monsieur Goudsmet, pour vos conseils. Appelez-moi coach. Coach, ah. Bonjour, Roberto. Merci pour vos conseils qui nous permettront de rebondir, parce que je crois qu'après l'année que nous venons tous de passer, on en aura besoin. Vos conseils nous seront judicieux, et ça va nous permettre aussi de grandir. Pour certains, c'est trop tard, mais enfin. Voilà.